Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Malgré les efforts consentis par les autorités, la problématique du logement continue de se poser avec acuité en Côte d'Ivoire, surtout pour les ménages à faible revenu. Pour pallier donc à ce déficit, le gouvernement a annoncé un projet de 60 000 logements pour les enseignants depuis quelques mois. Pour parler donc de ce projet, des tenants et des aboutissants, nous recevons pour vous M. Siriki Sangaré, PDG de OPES Holding et président de la Chambre nationale des constructeurs agrégés de Côte d'Ivoire. Bonjour, Président. Bonjour, merci à tous et je remercie aussi tous ceux qui nous suivent sur Abidjan.net. Alors, avant de parler donc de ce projet dont on a annoncé tout à l'heure les chiffres, quel est l'état des lieux du logement en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Je vous remercie. Il faut déjà, avant même de parler de l'état des lieux, essayer quand même d'expliquer pourquoi nous sommes arrivés à mettre en place un programme de logement, essentiellement un programme présidentiel de logements sociaux, économiques et standing. En réalité, depuis 1960, à l'aube des indépendances, l'État a songé quand même à loger les Ivoiriens parce que c'est un devoir régalien pour l'État. Et par la suite, il y a eu, à l'époque du président Félix Houphouët-Boigny, la mise en place d'un programme ambitieux de logements sociaux parce qu'il y avait la possibilité. L'État avait des ressources nécessaires. L'État a mis en place en fait ce qu'on appelle un programme de location-vente à travers les structures d'État telles que la SICOGI, la SOGEFIA, CETU, et ainsi de suite. C'était pour faciliter en fait l'accès au logement. D'abord, quand on parle de logement, il y a le locatif, il y a la location-vente et puis il y a la vente directe. Alors, l'état des lieux aujourd'hui, force est de constater qu'il y a toujours un déficit chronique de logement, malgré le vaste programme qui a été mis en place depuis 2013. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 15 à 20 000 logements construits sur un déficit de près de 500 000 quand même. Selon la Banque mondiale, 400 000. Nos études nous montrent quand même que nous sommes à 500 000 de déficit de logements. C'est énorme. Nous avons fait des efforts. L'État a quand même fait aussi des efforts, mais bon, nous en demandons davantage pour qu'on puisse combler le déficit du logement. Alors, 60 000 logements annoncés à terme. Pour le projet initial, 15 000 logements destinés donc aux enseignants. En quoi consiste concrètement ce projet et quels sont les acteurs impliqués? Alors déjà, avant de parler de 60 000 et 15 000, il est important de comprendre pourquoi nous sommes partis sur la base de 60 000 aux enseignants. Ce ne sont pas que les enseignants, évidemment, qui sont visés par le programme, c'est tous ceux qui ont besoin de logements socio-économiques. Parce que l'État, lorsque les statistiques ont montré depuis un certain moment qu'il y a un déficit chronique, l'État a pour objectif, à travers évidemment les opérateurs privés que nous sommes, de mettre en place un mécanisme pérenne pour pouvoir reloger ou loger vraiment le maximum d'Ivoiriens. Alors, aujourd'hui, nous avons constaté un fait. Lorsqu'on a mis en place le programme, il fallait d'abord sécuriser le foncier. Parce qu'on parle de logement, on parle de construction, on parle d'immeubles, on parle de bâtiments. Mais en réalité, c'est l'aboutissement d'un processus. L'aboutissement d'un processus sous-entend que le problème du foncier est réglé. Ça sous-entend que les mécanismes de financement sont réglés et ça sous-entend aussi que l'accompagnement de l'État, parce qu'il faut une volonté politique de l'État. La volonté politique de l'État est nécessaire, d'où les subventions, la fiscalité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle du foncier, du financement et de la fiscalité. Justement, parlons du financement donc de ce projet colossal. Voilà, mais je voulais quand même dire un petit mot sur les 60 000 et les 15 000. Alors, nous sommes partis sur 60 000. Pourquoi? Parce qu'on a ciblé, dans un premier temps, un groupe de mutualistes qui pouvaient nous aider à mettre en place un projet pilote. Alors, c'est d'ailleurs pour ça que le ministère de la Construction a signé un accord cadre avec le ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir cibler les enseignants pour commencer le programme. 60 000, c'est l'aboutissement, mais par tranche de 15 000 avec d'autres opérateurs, pas que nous, pour pouvoir réaliser ce programme-là. Alors pourquoi les enseignants? Vous savez, dans notre métier, il y a deux risques essentiels. Il y a le risque de la construction, donc il faut des professionnels pour bien construire, et il y a le risque de la commercialisation.
La commercialisation, c'est les vrais acteurs. Quand on vous dit par exemple qu'il y a un déficit de 400 000, 500 000 logements, ça ne sous-entend pas que les 400 000 et 500 000 logements ont la capacité de payer des maisons. Donc peut-être que le déficit volumineux est de 400 000, 500 000, peut-être il y a 200 000 ou 100 000 qui ont cette capacité. Parce que tout simplement, en Afrique subsaharienne, le taux de bancarisation est de 20%, selon les statistiques de la Banque mondiale, le FMI, tout ça. Les 20% sont bancarisés. 80% ne sont pas bancarisés, secteur informel. C'est eux qui ont besoin essentiellement de logements sociaux, économiques. Et c'est la cible réelle de l'État. Ce sont les ménages à faible revenu. Et donc ceux-là, il faut les loger. C'est le secteur informel. Mais nous parlons d'un mécanisme de financement de structuration très complexe, où le banquier a besoin d'un bon constructeur professionnel et a besoin aussi d'une bonne commercialisation. Entre les deux, il faut structurer le financement. Mais dans un premier temps, il faut évidemment commencer par quelque chose et structurer en fonction de ceux qui ont une capacité d'avoir des revenus de façon régulière. Donc, les fonctionnaires. L'État a donc cette capacité avec les fonctionnaires de nous permettre de faire directement des retenues à la source, des ponctions à la source. Donc, on s'est adressé à l'État, on s'est adressé à notre ministère de tutelle qui assure évidemment l'accompagnement institutionnel de tous nos programmes. Donc, on leur a expliqué. C'est vrai que ça commence par les enseignants, mais les enseignants ne sont pas les seuls. Notre objectif, c'est de travailler avec toutes les mutuelles qui sont bien structurées et bien organisées, de sorte que nous ne voyons que la mutuelle en tant que contrepartie, et l'État, ministère du budget, ministère de l'économie et des finances, le ministère de tutelle, pour pouvoir faire des retenues directement à la source. C'est pour ça que nous avons commencé, évidemment, par les 15 000 logements avec les enseignants qui, au niveau de la fonction publique, sont quand même organisés à travers une structure, la MIPE MENEPCI, qui est structurée. Il y a d'autres organismes qui sont structurés, il y a les impôts par exemple, il y a le ministère des Finances et tout ça. Alors, pour résumer, il faut absolument que celui qui apporte son investissement, l'investisseur, doit être rassuré qu'il sera payé in fine. Parce que le mécanisme que nous mettons en place, c'est le mécanisme de la location-vente. Je pense qu'on va en parler suffisamment. Donc, le mécanisme de financement est basé sur ça. Je voulais dire justement 2 petits mots sur pourquoi 60 000 et 15 000. Les 15 000, c'est la première tranche et l'aboutissement sera à 60 000. On a parlé de location-vente justement tout à l'heure. C'était un mécanisme qui a permis à de nombreux Ivoiriens d'être propriétaires aujourd'hui de logements à Abidjan. Et subitement, ce système-là a disparu. Aujourd'hui, il revient sous une autre forme dans ce projet. Comment expliquez-vous donc ce retour du système de la location-vente? On dit toujours, quand quelque chose est bien fait, il ne faut pas avoir honte de recommencer. Je veux dire, de 1960 à 1980, il y avait la gestion des villes keynésiennes. L'État avait la capacité de pouvoir assurer un certain nombre de choses dans tout ce qui est action sociale, notamment les logements, les infrastructures sanitaires, ainsi de suite. Vous vous rappelez que dans les années 74, le binôme café-cacao a permis de faire un bon, le milliard avec des excédents budgétaires. Donc le président Houphouët-Boigny a permis de financer des infrastructures sociales et notamment, ce qui nous concerne, les logements sociaux et économiques jusqu'en 80. Alors, il y avait des structures d'État qui étaient dédiées, notamment la SECOGI, la SOGEFIA et la CETU, aussi pour les terrains viabilisés. Okay. Et il y avait même le LEM, le quartier LEM à Yopougon, ce sont les lotissements et équipements modérés. Tout ça, c'était de permettre à toutes les couches sociales d'avoir un petit cheveu. Alors, aujourd'hui, le gros problème, c'est que depuis 1980, la Banque mondiale a demandé à la Côte d'Ivoire de se retirer du pas de l'État, de tout ce qui est gestion de société d'État. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la conjoncture et les ajustements structurels comme corollaire. Alors donc, il fallait faire la passe au privé. Évidemment, quand on parle du privé, gestion autrement, l'État ne peut pas subventionner, ainsi de suite. Donc on s'est adressé à des structures qui avaient la capacité de payer, des individus qui avaient la capacité de payer. Donc les mesures d'accompagnement n'ont pas vraiment suivi et on s'est retrouvé à creuser au fur et à mesure les déficits, ainsi de suite, et la structuration n'était pas, comme on appelle, adéquate. On a regardé dans les années
2013, 2012, on a repris le programme des logements sociaux, économiques, tout ça. Mais comme je disais tantôt, la cible visée, c'est ceux qui sont dans la catégorie des revenus très modestes et même voire très faibles. Le secteur informel et le secteur formel. Mais dans le secteur formel, quand vous regardez même les niveaux de salaire, les 150 000, le SMIC, tout ça, la quotité cible ne permet pas en fait d'avoir des crédits bancaires. Avec les taux de crédit bancaire, c'est un peu compliqué. Parce qu'il suffit simplement, dans les estimations de crédit et les prévisions en fonction des crédits, qu'il y ait une variation de 1 ou 2% du taux pour éliminer certaines personnes. Donc, ça veut dire tout simplement que, c'est vrai, il faut construire des maisons, il faut loger des gens, mais c'est le tiers du salaire qui doit permettre de faire face au paiement des échéances. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas loger quelqu'un et la personne n'arrive pas à vivre. Donc il faut tenir compte de tout ça. Donc quand on a regardé, on a vu que c'était compliqué et très complexe pour nos acquéreurs d'avoir des financements auprès des banques commerciales, parce que ce sont les banques commerciales. Or, les programmes de logements sociaux partout dans le monde, ce sont des programmes qui sont liés à des banques de développement. Parce qu'il faut des financements très longs avec des taux très intéressants. L'État, évidemment, a essayé d'aider les banques commerciales avec des leviers qui existent tels que le CDMH, le compte de mobilisation d'habitat, le fonds de soutien de l'habitat, mais il faut bien capter les ressources auprès des bailleurs de fonds à l'international, tout ça. Alors, on s'est rendu compte que pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes, il fallait réadapter en fait le mécanisme qui était de 60 à 80 à nos réalités du moment. D'où la location-vente, parce que aujourd'hui on estime que c'est ce qui permettra aux Ivoiriens en tout cas d'avoir suffisamment de logements. Alors, depuis la signature de la convention le 1er juillet 2020, à quel niveau aujourd'hui se trouve le projet? Alors, déjà, je vous remercie pour qu'on puisse comprendre un peu le mécanisme, tout ça, où nous en sommes. Aujourd'hui, nous avons d'abord, avant de mettre en place ce programme-là, il faut être rassuré sur 3 points essentiels, notamment la sécurisation du foncier, parce que le foncier, c'est l'élément clé, c'est notre matière première pour pouvoir lancer une bonne opération. Et donc, on travaille dessus. Le ministère nous a beaucoup soutenus pour pouvoir avoir un foncier qui est adéquat pour les premières opérations, 128 hectares situés à Bergerville, tout ça. Et après, comme je disais tantôt, le logement c'est l'aboutissement, il faut faire les études. Donc toutes les études sont bouclées. Ces études ont été réalisées évidemment par des géomètres, par des ingénieurs VRD, par les urbanistes, architectes et tout ça. Donc tout ça c'est déjà bouclé. Nous allons passer maintenant à la phase, la semaine prochaine, de la souscription, la pré-souscription des premiers enseignants avec la possibilité de faire des choix. Et une fois que ça c'est fait, c'est la pré-souscription. Cette pré-souscription, vous entendez bien qu'on parle de 15 000, il y aura peut-être 60 000 pré-souscrits ou 100 000. Et donc, en fonction des critères de quotité accessible, ainsi de suite, on fera le tri pour que nous puissions travailler. Donc, la semaine prochaine, il y a les pré-souscriptions. Alors, Président, le terme souscription, pré-souscription sont des mots qu'on a déjà entendus et les souvenirs ne sont pas toujours bons. Cette fois-ci, qu'est-ce qui vous rassure quant à la réalisation de ce projet? Le plus important en matière de logements sociaux, qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces Ivoiriens qui nous regardent pour les rassurer? Je comprends votre question et votre inquiétude, c'est normal puisque nous sommes en train de mettre en place un programme de façon pérenne. Aujourd'hui, quand je parle de souscription, de pré-souscription, en réalité, nous avons déjà une convention avec la mutuelle, la MIPBNFC. Nous avons des bailleurs de fonds avec qui nous travaillons, nous avons des structures avec qui nous travaillons, notamment une structure marocaine, et tout ça avec qui nous travaillons, et des bailleurs de fonds, Banque of Asia, et puis il y a même ici la Banque de l'Habitat, tout ça, et certaines banques localement, avec qui nous travaillons pour pouvoir cadrer et rassurer. Maintenant, le ministère nous assiste de façon institutionnelle et a mis en place quand même un mécanisme pour pouvoir aujourd'hui faire les VRD primaires. Parce que en son temps,
C'est vrai que le logement avait été construit, il y a eu un retard dans les VRD et tout ça. Donc le ministère a pris toutes les dispositions pour cela et nous accompagne de façon institutionnelle pour cadrer notamment l'obtention des ACD et notamment aussi l'obtention de tout ce qui est lié à l'administration. Mais ce qu'il faut comprendre et rassurer, c'est que pour lancer un programme immobilier et même construire une ville, il y a des règles. Il y a pour la ville le plan directeur à mettre en place, tout ça. Mais pour un programme immobilier, il faut absolument tenir compte de la sécurisation du foncier, chose que nous avons déjà faite. Il faut tenir compte de l'amener d'eau, de l'amener d'électricité, des études d'impact environnemental et social et tout ce qui est lié aux études. Et il faut tenir compte d'une chose qui est très importante, le mécanisme de financement. Le programme que nous avons fait, qui est en cours... Qu'est-ce qui fait la différence cette fois-ci? Voilà, c'est que le financement n'a pas été, en fait, au cœur du débat. Nonobstant tous les aspects techniques, vous savez très bien que la Côte d'Ivoire est un pays où il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'acteurs compétents, je veux dire les techniciens, les ingénieurs VRD, les ingénieurs génie civil, il y en a. La clé aujourd'hui pour la réussite d'un programme social, parce qu'on ne parle pas de social, il faut mettre en place des mécanismes de financement qui vont jusqu'à 20-25 ans avec des loyers qui sont adaptés à nos réalités. Nous avons regardé, il fallait aller jusqu'à 25 ans. 25 ans en payant des loyers variant de 45 000 jusqu'à 160 000 francs par mois pour permettre d'avoir un logement à terme, c'est-à-dire 25 ans plus tard. Maintenant, on me dira pourquoi ça n'a pas marché et tout ça. Alors, ce sont des financements qui sont structurés. Aujourd'hui, l'État faisait à l'époque des financements, construisait tout ça. L'État aujourd'hui ne peut pas être la contrepartie des promoteurs. L'État ne peut pas racheter le logement pour les mettre en location-vente, ce n'est pas sa vocation. La vocation aujourd'hui de l'État, c'est de nous encadrer et nous accompagner de façon institutionnelle. Donc c'est à nous de trouver des mécanismes de structuration de financement. Alors, ce que nous avons trouvé et ce qui permettra en fait de réussir ce programme-là, c'est une combinaison de banques commerciales, de banques de développement, de fonds d'investissement et investisseurs. Alors, on a dit, pour faire de la location-vente ou de faire un programme immobilier, il y a 3 aspects. Il y a le locatif. Locatif, c'est-à-dire que on construit des maisons, on met en location, ainsi de suite. Mais ce qui nous concerne ici, la location-vente, propriétaire à terme. Et puis bon, il y a aussi les ventes directes et tout ça. Mais la location-vente aujourd'hui, il faut bien que l'acquéreur n'ait pas à débourser 1 franc avant d'avoir accès à sa maison. Ça veut dire qu'il n'y a aucun apport initial et il n'y a aucun frais de dossier à payer. C'est comme une maison qu'on construit et qu'on a en location. Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi? Quels sont les acteurs dans le domaine du mécanisme de financement? Il y a les banques commerciales, il y a des structures, des grands constructeurs avec qui nous travaillons, qui construisent avec nous la mise en place d'un financement, d'un crédit court terme, qui est la construction des maisons. Une fois que les maisons sont construites, ça c'est des financements qui se font sur 5 ans, maximum 7 ans, avec 2 années différées. Mais ça ne suffit pas pour faire les 25 ans. Ça c'est les banques commerciales qui peuvent faire ça, parce qu'elles ont besoin de tourner leur business. On fait appel maintenant, une fois que les maisons sont construites, à des fonds de pension, à des fonds, comme on appelle, d'investissement, qui sont dans le domaine de l'immobilier, à des investisseurs qui placent de l'argent. Vous voyez, quelqu'un qui veut placer son argent, il peut placer à la banque, ou acheter un stock de matières premières, ou acheter un stock d'immeubles ou de meubles. Alors, on fait appel à ceux-là, sur le marché, qui rachètent le stock. Vous voyez un peu, donc ça libère les banques commerciales qui n'ont pas cette pression sur 25 ans, parce que c'est des ressources longues, et ainsi de suite. Et le placement, c'est les loyers qui sont payés par les différents acteurs. Maintenant, le problème de l'investisseur, c'est quoi? J'achète le stock, je commercialise comment? Qui est en face de moi? Qui est la contrepartie? C'est en cela qu'aujourd'hui, il est très difficile pour nous de nous adresser directement déjà au secteur informel. On commence d'abord par le secteur formel.
Donc, voilà, qui ont des revenus de façon régulière. Donc, on commence par les enseignants, et ainsi de suite. Donc, avec eux, on se met d'accord pour une ponction à la source, les retenues à la source, qui rassure l'investisseur. Il dit, ah, mon risque en réalité, c'est les salaires qui ne sont pas payés. Mais bon, de mémoire, je n'ai pas de mémoire que la Côte d'Ivoire a failli à ses engagements par rapport au salaire. Donc, ça nous aide. Et ça, c'est l'appui de l'État. Et chaque mois, les fonctionnaires sont débités et l'investisseur est payé sur 25 ans. Et nous mettons en place une copropriété, la gestion de la cité. Et cette copropriété permet en fait de gérer l'environnement, de gérer la cité et à terme, l'investisseur est remboursé. Vous voyez un peu? Donc c'est pour ça que je parlais de deux risques. Le risque construction et le risque commercialisation. Pour la banque commerciale locale, la construction sur les 5 ans ou 7 ans, le premier risque, est-ce que le constructeur, là, il va aboutir? Est-ce qu'il est professionnel? Parce que s'il finit de construire, que c'est bien construit, l'investisseur vient racheter les maisons, comme le fonds de pension aux États-Unis, et ainsi de suite, ça existe. Les prêts hypothécaires, vous voyez sur le marché, il y a les bourses, la BVRM, il y a la bourse luxembourgeoise qui nous suit, et tout ça. Donc, qui rachètent les stocks là. Et ces stocks qui sont rachetés, l'investisseur dit, mais attention, si j'achète le stock, qui à terme va me rembourser? Est-ce que celui qui me rachète là, celui à qui pardon, je rachète le stock et la location qui est en face, comment les loyers vont être collectés? Ah, on dit non, l'État avec nous, nous assurons que les fonctionnaires pourront vous payer par prélèvement. Voilà un peu le mécanisme de financement qui a été mis en place. Et voilà. Alors, Président, avant de terminer cette interview, à quelques jours donc du lancement officiel des pré-souscriptions et des souscriptions, un appel à lancer à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Écoutez, j'ai toujours lancé, hein, j'ai toujours dit à tous les Ivoiriens, à tous les amis, partout où je vais à la diaspora, tout, pour dire que mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. J'ai toujours dit, et je ne le répéterai jamais assez. Pour moi, quelqu'un qui est dans un logement est très à l'aise, il est chez lui, il est tranquille, il peut, comme on appelle, vivre en paix. Donc, c'est vrai que nous sommes dans un processus de logements sociaux et tout ça, qui est en train d'avancer. Il y a eu des incompréhensions, il y a des choses qui ont marché, aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est par rapport aux différents problèmes que nous avons eus, que nous avons amélioré et qu'aujourd'hui on arrive à terme et qu'on fait comprendre à toutes et à tous qu'aujourd'hui c'est la location-vente qui peut marcher. Pour ceux qui sont dans le secteur formel, évidemment, des ponctions à la source par rapport à leur banque ou par rapport à leur employeur, par rapport à l'État, tout ça. Et ceux qui sont dans le secteur informel, qui sont les plus nombreux, 80%, nous sommes en train de plaider auprès de l'État pour mettre en place un fonds de garantie pour les soutenir. Ce fonds de garantie permettra aux gens du secteur informel de pouvoir aussi souscrire, avoir des logements à terme. Parce que, pour conclure, vous savez très bien que nos commerçants, nos commerçantes, nos transporteurs, tout ça dans le secteur informel ont la capacité de mobiliser beaucoup de ressources qui ne sont pas bancarisées. Et ces ressources mobilisées peuvent leur permettre d'avoir des logements. Mais comme dans la structuration classique de la banque, ce n'est pas régulier, c'est très difficile de structurer. Donc, le fonds de garantie qu'on va plaider auprès de l'État permettra de le soutenir pour rendre ça, pour réguler. Et puis, on mettra en place un mécanisme aussi d'épargne, comme on appelle numérique, avec des cartes. On verra avec Abidjanet comment nous accompagner, pour pouvoir faire des prélèvements chaque jour. Les commerçants et les commerçantes peuvent épargner 2 000 ou 3 000 en fonction des recettes. Et à terme, permet d'avoir une maison. Donc on est en train de réfléchir en tout cas à tous les mécanismes pour que toutes les couches socio-professionnelles soient prises en compte. Donc j'invite tout le monde à s'investir massivement dans la réussite de ce projet-là. Et donc nous allons faire notre part. Je pense que l'État aussi fera sa part. Et donc je vous remercie et je remercie bien évidemment l'équipe d'Abidjanet qui nous a toujours soutenus d'ailleurs. Et donc je pense que cette fois-ci, je ne dirais pas que le programme de logements sociaux
n'existe pas, ça existe très bien, mais il y a eu des problèmes que nous avons corrigés. Et nous allons maintenant vers le feu vert. On apprend toujours de ces expériences, comme on le dit. Alors, mesdames, messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous monsieur Siriki Sangaré, PDG de OPES Holding et président de la Chambre nationale des constructeurs agrégés de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous avons bien entendu parler du projet de 60 000 logements destinés aux enseignants et sans apport.